Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet qui est très fréquent dans les études, encore une fois, qui est celui de la question des trames envoyées par les banques pour passer les actes authentiques de prêt sur les ventes. Donc, l'idée, c'est de revoir un petit peu les réflexes qu'on peut avoir dans ces cas-là, comment faire en sorte de sécuriser au maximum quand on a donc un prêt dans la vente ou un prêt par acte à part. On passe tout de suite sur la petite fiche que je vous ai préparée et puis je vous ai fait une liste qu'on va revoir ensemble pour se remémorer un petit peu le canevas à suivre de vérification, une sorte de checklist de vérification quand on est face à ce sujet. Nous voici donc devant la petite fiche qu'on a préparée sur le sujet donc des trames bancaires. Reçus et plus généralement des prêts qui sont passés dans nos ventes pour se rappeler un petit peu d'une méthode de sécurisation de tout ça et des réflexes qu'on doit avoir en tant que notaire. La première chose qu'on aime rappeler, c'est évidemment que ces trames bancaires envoyées par les banques, qui vont différer un petit peu en fonction de la banque qu'on a en face de nous, n'est qu'un document de travail. Évidemment, c'est le notaire qui répond de l'efficacité de l'acte. Et donc, ce qui prévaut, ce n'est évidemment pas la trame envoyée, mais l'efficacité juridique qu'il faut obtenir à travers l'acte authentique qu'on va signer. Ceci étant dit, on commence par les deux grosses questions qui vont se poser quand on est face à une vente qui s'associe à un emprunt ou tout simplement un prêt authentique qui n'est pas forcément suivi d'une vente. C'est les deux questions suivantes qui sont donc la première, est-ce qu'il s'agit d'un prêt soumis au code de la consommation? Et là-dessus, il faudra donc vérifier qu'on est dans les conditions ou non de code de la consommation et ça impliquera des vérifications à faire ou non. Je rappelle donc que c'est quand on est en crédit immobilier pour des personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle. Attention évidemment au sujet des SCI qui est, lorsque c'est une SCI familiale ou de gestion patrimoniale, peut entrer dans le cas du code de la consommation. Et la question 2 qui est la question de savoir si ce prêt va être passé dans l'acte ou en acte à part, et ça c'est plutôt une volonté des parties, de la banque ou de l'emprunteur. En tout cas, il n'y a pas de règle juridique, mais pour préparer son acte, c'est quand même mieux de le savoir. Passons tout de suite aux 9 points qu'on vous a préparés de vérification à avoir en tête pour sécuriser son prêt immobilier. Alors, le premier, il est très simple, il est évident en même temps et c'est bien de se le rappeler parfois, c'est que la référence, c'est l'offre de prêt acceptée. Évidemment, c'est jamais la trame qui vaut, donc là, il faut faire attention à se sentir libre d'adapter la trame aux conditions qui ont été négociées dans l'offre. Et c'est cette offre acceptée, évidemment, éventuellement avec les avenants postérieurs qui peuvent avoir changé le délai, les conditions de l'emprunt, donc à bien vérifier qu'il n'y ait pas d'avenant. Et donc la dernière édition, les avenants, éventuellement bien vérifier l'échéancier, les conditions générales de cette offre. C'est ça la référence pour faire notre acte. Et c'est à partir de cette offre qu'on va déverser les informations dans notre acte authentique qu'on est en train de préparer. Deuxième gros point de vérification, c'est la chronologie. Donc évidemment, on le sait tous, la vérification de quand on est en tous les cas soumis au code de la conso, de ces 10 jours, le délai de 10 jours, pendant lequel l'emprunteur et la caution n'ont pas le droit d'accepter l'offre. Donc il faut bien vérifier qu'on a la preuve de l'émission et de l'acceptation postérieure aux 10 jours. Ça relève aussi de la responsabilité du notaire. Troisième point, c'est du coup le travail qui doit être fait, c'est-à-dire faire vraiment une concordance parfaite entre ce qu'il y a dans l'offre et ce qu'on va mettre dans le projet d'acte qui deviendra l'acte authentique. Donc là, on vérifie bien les parties, les cautions, le montant, la durée, les taux, le TEG, le coût total, le déblocage, comment on débloque les fonds, quelles sont les assurances et que ce soit bien ce qui a été prévu dans l'offre. C'est très important de bien revérifier ça, qu'on soit le rédacteur, enfin celui qui prépare le projet ou qu'on soit le notaire qui va signer. Quatrième point, et je pense qu'il est important de rappeler qu'on a une casquette de juriste averti à prendre et à garder quand on fait ce travail, qui est un travail un petit peu de manutention, c'est qu'on doit continuer à s'alerter sur la qualification des garanties notamment, parce que les banques, même si elles ont leurs habitudes, peuvent parfois passer à côté du sujet, enfin, de la règle principale, qui est que l'hypothèque de prêteur de deniers ne peut porter que sur la fraction du prix, c'est-à-dire, enfin pas une fraction du prix, mais l'acquisition en fait. Donc elle doit correspondre au maximum au prix annoncé dans notre acte authentique, alors que lorsqu'on veut couvrir aussi un emprunt sur les travaux, il faut aller chercher une hypothèque conventionnelle. Règle d'or sur les prêts, hypothèque de prêteur de deniers que pour la partie immobilière, c'est-à-dire le prix de vente. Et tout ce qui est en plus emprunté,
notamment des travaux à faire postérieurement, et c'est une hypothèque conventionnelle qu'on devrait mettre. Et évidemment, attention, hypothèque conventionnelle égale procuration authentique. Cinquième point, donc les cas qui pourraient déjouer la garantie. Là, la question qu'il faut se poser, c'est l'emprunteur, l'acquéreur et la caution sont-ils correspondants? S'ils ne correspondent pas, les trois, si c'est des personnes un peu différentes, on peut entrer donc dans des cas spécifiques qu'il faut prendre avec précaution. Imaginons donc le cas qui arrive assez souvent du co-emprunteur qui n'est pas co-acquéreur. Dans ce cas-là, il faut une déclaration dans l'acte. Donc, cas d'attention, si on a quelqu'un dans l'offre qui n'est pas dans notre acte authentique, de vente en tout cas, eh bien, on doit insérer une déclaration dans l'acte qui permet en fait à ce co-emprunteur d'autoriser à faire porter la garantie sur l'ensemble du prix, parce que sinon, on pourrait considérer que l'assiette de notre garantie pour la banque serait réduite. Donc, c'est très important d'avoir cette déclaration. Deuxième cas qui correspond à cette non-coïncidence des qualifications, c'est le cas d'une indivision, donc avec plusieurs acquéreurs, mais il y a un seul de ces acquéreurs qui va aller chercher l'emprunt et qui va être sur l'offre avec la banque. Dans ce cas-là, il y a des contentieux sur le sujet, donc il faut faire attention, vérifier l'assiette de la garantie avec la banque. C'est-à-dire alerter la banque sur le fait que la personne qu'elle connaît et qui emprunte va acheter avec quelqu'un d'autre. Et donc, il n'aura des droits que sur une quote-part du bien, et ça doit l'alerter la banque. Pourquoi? Parce que ça rend sa garantie moins efficace en cas de saisie. Et donc la question de l'efficacité de la garantie étant le plus important pour une garantie, il nous faut un écrit de la banque qui dise ok, on sait qu'il achète en indivision avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, et généralement en fait elle va demander à ce que cette autre personne entre dans le prêt, parce que sinon ça crée cette dichotomie, cette dissociation qui peut poser problème sur l'efficacité. Petit cas spécifique à avoir en tête sur la VFA, parce qu'on a vu des contentieux sur le sujet, c'est de bien écrire dans son acte, c'est vraiment un sujet de rédaction pure, que la garantie qui est authentifiée dans notre acte, c'est l'ouverture de crédit authentique lorsqu'on est sur une VFA, puisque le déblocage de fonds n'a pas lieu de manière complète au moment de la signature de la VFA. C'est le principe même de la VFA, puisque les déblocages de fonds va correspondre au moment où on construit l'immeuble, enfin, à l'avancement de construction. Et du coup, bien faire attention à la formulation de nos clauses, parce que quand on est dans un prêt classique, on va dire qu'on débloque la totalité des fonds, ce qui n'est pas le cas, et ce n'est pas ça qu'on authentifie. Le déblocage peut être sous seing privé. Ce qu'il faut authentifier, c'est l'ouverture de crédit. Donc, petit point. On le vérifie de toute manière quand on est dans une vente. C'est évidemment la question des pouvoirs. Donc, si on a un constituant absent, on est sur une preuve authentique. Si on a une hypothèque conventionnelle, surtout. Si on est sur un logement de la famille, le consentement du conjoint, vérifier les régimes matrimoniaux. En gros, faire en sorte que cette hypothèque ne soit pas nulle, parce que c'est notre responsabilité encore plus face à la banque, quand on a une banque dans l'histoire. Mais en tout état de cause, on est responsable de ça. Sur l'assiette du rang, là, c'est spécifique au fait qu'il y a un prêt. Donc évidemment, état hypothécaire à jour, bien vérifier le rang, qu'il n'y a pas un rang au-dessus. Donc bien prévenir la banque sur son rang. Et faire attention à la désignation, l'état civil irréprochable sur le sujet. Bien se rappeler de cette règle qu'on publie sans délai, puisque c'est le rang n'attend pas, c'est le rang qui sera pris au moment de la publication et non pas au moment de la signature. Et donc s'il y a eu quelque chose entre la signature et la publication, eh ben, le rang est perdu. Côté vente, quand on est sur une promesse unilatérale de vente, puis la vente qui arrive, là, il faut bien faire attention que la condition suspensive est d'1 mois minimum, et de vérifier que le prêt obtenu est conforme à ce qu'il y avait prévu dans l'avant-contrat, et si ce n'est pas le cas, prévenir les parties. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on peut vérifier quand même, que le prêt qui nous est soumis correspond aux conditions qu'on avait prévues dans la promesse unilatérale. Et enfin, ce qu'on a relevé comme sujet à vérifier, c'est la circulation des fonds, qui est évidemment très importante. Donc, déblocage en comptabilité de l'étude toujours. Jamais de versement direct. Le créancier inscrit est toujours payé en priorité. Attention au syndicat des copropriétaires sur le sujet de la circulation des fonds. Je vous mettrai à disposition cette fiche avec l'ensemble donc, des documents et des éléments à vérifier sur un prêt authentique. On a vraiment précisé sur tous les sujets pour que vous puissiez avoir cette fameuse checklist sous la main qui est toujours agréable pour se rassurer. Et puis on se retrouvera pour un prochain épisode bientôt, je l'espère. Au revoir.